Bienvenue dans Smart Tech, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie. On va parler du numérique politique. Vincent Balouet, fondateur de maîtrisedescrises.com et Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Vous êtes là pour écouter Tariq Krim qui va nous parler du sujet de la souveraineté. Tariq Krim, entrepreneur et fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors, ce sujet de la souveraineté qu'on aborde très régulièrement tous les deux ensemble, comment est-ce que la pensée évolue à ce sujet dans un contexte international très chahuté, très bousculé ? D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que le pivot, puisqu'on a eu vraiment un pivot du gouvernement sur les questions de souveraineté, alors la guerre en Ukraine, le Covid, ont poussé le gouvernement à s'intéresser à ces questions, mais surtout aujourd'hui, on le voit avec la crise énergétique, on va en parler. Finalement, j'ai un peu l'impression que ce pivot arrive un peu tard. Aujourd'hui, l'un des sujets qui va être, à mon avis, le sujet prioritaire des prochaines années, c'est la question de la résilience. En gros, comment fait-on pour faire tourner les services essentiels de l'État, l'ensemble des services de l'Internet, avec beaucoup moins d'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre compétitivité? On sait que les États-Unis, eux, sont indépendants énergétiquement. Nous, ça va être un peu plus compliqué. C'est le sujet qu'on abordait effectivement ensemble, déjà au petit niveau de chaque entreprise. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y a d'un côté la parité euro-dollar qui fait que désormais on achète les puces beaucoup plus chères, que les États-Unis sont plus compétitifs. Il y a la question aussi de la guerre, donc de la militarisation de l'Internet. Qu'est-ce que ça change concrètement, cette guerre en Ukraine, d'un point de vue stratégie numérique ? Déjà, une chose très simple, 45 à 55% du néon qu'on utilise sur les puces est fabriqué en Ukraine. Et ce néon, comme d'ailleurs toutes les céréales qui doivent alimenter une partie de la planète, n'ont toujours pas quitté l'Ukraine. Ça veut dire qu'on a un problème pour les puces dans 2, 3, 4 ans. Donc clairement, alors c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on a une surabondance de puces parce que pendant le Covid, on avait une vraie pénurie. Mais on se rend compte en fait que les puces dont on va avoir besoin, notamment pour l'intelligence artificielle, celles-ci vont devenir de plus en plus rares. Donc ça va aussi poser des questions sur le prix des machines. On loue des machines avec des puces qui sont de plus en plus rares. Donc en fait, il y a toute une économie qui se met en place. Alors aussi aux États-Unis, il y a la crise, l'inflation, ce qui fait que l'inflation tue d'une certaine manière les avantages du e-commerce, c'est-à-dire de pouvoir acheter pas cher de la pub pour vendre des produits. Aujourd'hui, les gens réfléchissent. Pareil avec les entreprises qui vont se poser des questions. Est-ce que j'utilise vraiment tous les services de SaaS ou est-ce que je choisis? Donc on a une conjonction d'événements qui sont compliqués. Et évidemment, on parlait de la guerre. Ce qui est certain, c'est que l'Internet désormais commercial est militarisé. Ça veut dire que désormais, les cyberattaques, mais également les attaques sur les téléphones, les attaques sur les réseaux, les attaques sur les câbles sous-marins, on en avait parlé il y a quelques années. Et à l'époque, tout le monde regardait ça de manière un peu amusée. Aujourd'hui, sans y croire vraiment. Voilà, ouais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un sujet de sécurité nationale, pas que pour la France. Donc, effectivement, le contexte est complexe. Donc, on est dans cette économie, on va dire, de guerre numérique désormais. Et donc, ça rend plus difficile ou ça change la manière dont on défend nos valeurs aujourd'hui en Europe sur les sujets numériques ? Il y a beaucoup de sujets qui sont déjà un peu obsolètes. La question pour moi, la question de la Startup Nation et donc de grandir au moment où en fait les États-Unis sont en train de réduire. Se pose la question aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les logiciels, quels sont les outils dont on dispose pour faire tourner la France et l'Europe dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable d'utiliser des services qui consomment moins d'énergie? Est-ce qu'on est capable de repenser nos services pour qu'ils soient plus efficaces? Quid de la dépendance aux États-Unis, à la Chine, à Taïwan? Comment va-t-on repenser les 10 prochaines années? Je crois qu'on est rentré dans une nouvelle décennie dans laquelle l'Europe va devoir réfléchir à être un peu plus centrée sur elle-même et regarder quelles sont ses forces et ses faiblesses et pallier ses faiblesses le plus rapidement possible. Et donc vous le disiez, finalement, il faut passer du sujet de la souveraineté à celui de la résilience. Mais est-ce que c'est compatible les deux? En fait, il y a plusieurs sujets qui sont entremêlés. Il y a la privacy, donc l'idée de savoir comment on fait pour protéger les données. Il y a la souveraineté, qui est de se dire comment on est capable de s'assurer que l'ensemble des services que nous utilisons en France, que ce soit dans les grandes entreprises ou au sein de l'État ou dans l'armée, ne soient pas trop dépendantes ou quasiment dépendantes des États-Unis ou de la Chine. Et à la résilience, qui est, à mon avis, comment faire tourner la France et l'Europe
avec peut-être 75% de l'énergie qu'on avait avant, avec des ressources beaucoup plus complexes, de l'eau qui devient aussi essentielle pour les data centers, mais qui est également en restriction pour quasiment tout le monde. Donc les data centers vont être également touchés, donc on va avoir des coûts en hausse. Donc comment réfléchir? C'est une deuxième complexité là que vous apportez. Oui, en fait, il y a une conjonction d'éléments qui font qu'effectivement, dans les années qui viennent, ça va être très compliqué. Je pense que la période phase de la tech est derrière nous. Là, on va rentrer dans une nouvelle phase. On va devoir apprendre à être beaucoup plus efficace. Et je posais la question de la compatibilité parce que justement dans ce contexte de guerre, on voit bien que quand on se retourne vers nos alliés, ils sont plutôt du côté des États-Unis aujourd'hui, clairement. Or, sur la question de la souveraineté numérique, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On les voit pas comme des alliés dans le numérique pour gagner notre souveraineté. On est plutôt en train de se dire, est-ce qu'il ne faut pas se tourner peut-être plus vers l'Asie. Donc là, est-ce que cette quête d'une résilience numérique va remettre en question la manière dont on envisage la souveraineté vis-à-vis des États-Unis ? Le problème de la souveraineté, c'est que tous les pays d'Europe ne la voient pas de la même manière. Aujourd'hui, on le voit, qui a protégé l'Ukraine sur les guerres cyber, c'est avant tout Microsoft. Et donc, aujourd'hui, quand on vend des solutions de cloud américaines, on vend implicitement avec l'idée que les États-Unis vont vous protéger numériquement et que donc vous rentrez dans une sorte d'OTAN numérique, qui est un OTAN privatisé, puisqu'il faut rappeler que ces entreprises ne sont pas l'État américain, même si elles travaillent en conjonction. Et donc, cette question de la souveraineté va devenir de plus en plus difficile pour les acteurs européens, parce qu'effectivement, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on y va seul? Donc, défendons-nous avec nos propres technologies, ou est-ce qu'on rentre dans un écosystème dans lequel on serait protégé? Mais cette protection a un coût, et évidemment, c'est un coût économique important, puisque 30% peut-être des bénéfices que l'on fait sont absorbés par ces plateformes, voire plus, si on compte la publicité, si on compte tous les éléments qui existent. Et aussi la question de savoir si, en se faisant absorber dans ces plateformes, on ne perd pas en fait ce qui nous rend unique, c'est-à-dire notre capacité à créer des choses différentes. Parce que comme on l'a vu avec Max Schrems lors de notre conférence à l'Open Source Experience, il y a un véritable antagonisme entre la vision de la privacy aux États-Unis et en Europe. Elles sont totalement incompatibles. Ouais. Donc ça veut dire que le logiciel que l'on va faire tourner pour qu'il soit compatible avec nos valeurs est du logiciel qui doit être inventé en Europe. On ne peut pas utiliser les clouds américains qui, eux, dépendent des lois, et notamment de manière extraterritoriale américaine. Mais en même temps, on a envie d'être protégé numériquement par les États-Unis. Donc, c'est un équilibre qui va être compliqué pour chaque gouvernement. Très, très finement. Exactement. Peut-être une réaction, Vincent, sur ce sujet. Oui, enfin, la résilience, c'est... Voilà, alors on peut le prolonger sur le terrain de la cyber, puisque aujourd'hui, les outils qui sont utilisés pour détecter, trouver les virus, etc., les extraire, sont dépendants de technologies qu'on n'a pas forcément en Europe. Certains outils sont quand même européens et pas mal, et les mêmes français. Les outils russes, on les a un peu écartés au déclenchement de la guerre en Ukraine, on s'en souvient. Et demain matin, peut-être que les plateformes européennes avec les Outre-mer suffiront pour aller détecter tout ça 24 heures sur 24, en restant souverain. C'est un sujet, effectivement, que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Tariq Krim de codesouverain.fr. On reste tous les trois ensemble pour la chronique Ouval Web.